donne des conseils pour que vous payiez moins d'impôts, et ainsi de suite. Donc, quel est le problème? Le problème, je pense que, sur le fond, la question des impôts renvoie au choix de société. Quel type de société, quel modèle social on veut établir? C'est ça, je pense, le débat fondamental concernant les impôts. Donc, disons, pour ça à l'extrême, il y a deux conceptions opposées par rapport à cette question. Il y a une conception que je partage, je le dis tout de suite, comme ça, soit tranquille, c'est de dire que la société est, disons, un ensemble, pas seulement d'individus, mais des relations sociales. Et donc chaque individu doit avoir des droits dans la société. Autrement dit, la société se doit de donner des éléments, des droits aux individus, et en même temps, chaque individu doit aussi des devoirs vis-à-vis de la société. Donc cette conception signifie que la société doit fournir, par exemple, ce qu'on peut appeler, par exemple, les droits des biens publics, et par exemple la santé, l'éducation, les transports, voire l'eau, l'énergie, le travail, par exemple. Ce sont des droits que la société doit fournir à tous les citoyens. Et en même temps, lorsque les citoyens ont ces droits, ils doivent justement, à partir de ces droits, contribuer à la vie sociale. Mais lorsqu'on le dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces biens publics, il faut les financer. Par exemple, l'éducation, comment on finance l'éducation si on est dans une conception publique? La santé, comment on finance la santé publique, les infrastructures, et ainsi de suite. C'est là que la question des impôts, au sens large, intervient. Donc, la puissance publique, qui, dans une société démocratique, doit exprimer la voix populaire du peuple, la puissance publique doit avoir des recettes, des revenus, pour financer ses dépenses. Ça, c'est le fond du problème. La conception opposée à l'extrême, c'est une conception libérale qui dira non, la société est la somme des individus, ces individus doivent avoir des chances, égalité des chances, mais à ce moment-là, chaque individu, selon ses capacités, va avoir, selon son talent, ses efforts personnels et tout ça, va donc se débrouiller. Donc à ce moment-là, poussé à l'extrême, cette conception va dire il n'y a pas besoin d'intervention de la puissance publique dans l'économie. Tout se passe par une main invisible qui va tout réguler. Donc dans cette conception, c'est une conception justement libérale, on va dire, c'est les marchés qui doivent régler tous les problèmes. La santé, l'éducation, les infrastructures, les transports, l'eau, l'énergie, et ainsi de suite. Donc dans cette conception-là, donc, il n'y a pas... Donc si on me demande de payer, on me dissuade de travailler. Dans cette conception, la richesse, c'est le signe de talent. Vous êtes riche, donc vous êtes talentueux. Vous êtes pauvre, donc vous êtes feignant. Vous n'avez pas le talent. Vous êtes au chômage, vous êtes feignant. Voilà, c'est ça, cette conception. Donc, in fine, c'est ces deux conceptions opposées qui sont derrière le débat sur les impôts. Donc, l'impôt renvoie à un choix de société. Maintenant, allons de ça, quel est le problème, quelle est la situation en France? Le système fiscal français, pour ne pas aborder d'autres dimensions, je pense que souffre de deux problèmes. Et les propositions que vous faites, à mon avis, répondent à ces problèmes. Nous avons un système fiscal qui est de plus en plus injuste, et nous avons un système fiscal qui est de plus en plus inefficace. Pourquoi injuste? Vous avez abordé le problème. Vous savez, il y a deux types. Là encore, en dernière analyse. Vous avez deux types d'impôts. Vous avez des impôts directs, d'où le débat, la montée des Français de l'impôt sur le revenu. Et nous avons aussi des impôts indirects. Quelle est la différence entre eux? La différence entre les deux, c'est que dans l'impôt direct, on tient compte de votre capacité financière. Par exemple, vous êtes SMICAR, vous avez 2 enfants, donc votre contribution à la vie collective ne doit pas être la même qu'un médecin, par exemple, qui gagne 10 SMIC et qui n'a pas d'enfant.
faut tenir compte des capacités financières, de la situation sociale, si vous voulez, de chaque contribuable. Ça, c'est l'impôt direct, surtout pour les individus, pour les personnes physiques. L'impôt indirect, c'est pas ça. On ne tient pas compte de ça. Par exemple, vous achetez, je ne sais pas, une marchandise qui vaut 1 000 €. Vous payez, grosso modo, 200 € d'impôt sur ça. Lorsque vous achetez cette marchandise, on ne vous demande pas quel est votre revenu. Donc, si vous êtes smicard, l'impôt que vous payez, ça représente 20% de votre revenu. Mais si vous avez 10 SMIC, vous gagnez 10 000 €, cet impôt représente seulement 2% de votre revenu. Oui. Donc, par nature, cet impôt indirect est injuste. Donc, ça ne tient pas compte donc, des capacités contributives des individus. Maintenant, quel est le problème en France? C'est que le poids de l'impôt direct est plus faible que l'impôt indirect. Donc ça, c'est un premier problème. Donc on verra qu'il y a aussi un problème d'efficacité par rapport à ce type de problème. Deuxième élément, c'est que, et vous l'avez dit, c'est que pendant ces 25 dernières années, l'impôt sur les riches a diminué. Et d'une manière générale, l'impôt sur le capital a diminué, y compris l'impôt sur les entreprises. Par exemple, y compris lorsqu'on regarde les entreprises, lorsqu'on est une petite entreprise, on paie plus d'impôts relativement que lorsqu'on est dans une grande entreprise. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'impôt sur le capital a diminué. En revanche, l'impôt sur les individus à revenu moyen et modeste relativement a augmenté. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, toujours dans le cadre de l'impôt direct et indirect, c'est que le poids de la TVA, donc l'impôt indirect par excellence, a augmenté. Et donc vous allez voir, par exemple, prochainement, il va y avoir une hausse de l'impôt sur la TVA, par exemple, sur Internet. Et donc, ça va être tout dernier. Donc ça, c'est un premier problème. Donc, nous avons un système fiscal qui est injuste et qui devient de plus en plus injuste. Mais ce système fiscal est en même temps inefficace. Là, je prends deux exemples par rapport aux individus et par rapport aux entreprises. C'est un peu ce que vous avez vu ici. D'une manière générale, lorsqu'on a un revenu faible, on a tendance à consommer tout son revenu. Par exemple, si vous êtes smicard avec 2 enfants, vous gagnez 1 000 €. Bon, c'est vrai que lorsqu'on paye le loyer, lorsqu'on paye l'électricité, lorsqu'on paye les transports et tout ça, il ne reste pas beaucoup. Donc, un smicard, il est difficile de penser qu'un smicard va épargner 800 € par mois. Un smicard va pratiquement consommer ces 1 000 €. En revanche, si par exemple on a 10 € par mois, par exemple, il est possible qu'on ne dépense pas tous ces 10 000 €. Donc on épargne un peu, juste 200, 300 €, voire 3 000 €. Donc, ce qu'on appelle les économistes propension à consommer. Donc, lorsque la TVA augmente, ça pèse plus sur les ménages qui ont une propension à consommer plus forte. Mais pourquoi c'est inefficace? Parce que la consommation joue un rôle important dans l'activité économique. À peu près 2/3 de la production en France, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, est composé de la consommation. Donc si on veut, surtout dans la période actuelle, où nous avons un problème d'activité économique, nous avons une hausse du chômage, et ainsi de suite, si on veut accroître l'activité économique, il faut augmenter la consommation, et notamment la consommation populaire. Mais pour ça, la TVA s'y oppose. Voilà. Donc, inefficace pour ce qui concerne la consommation, qui est le moteur de la croissance économique, mais inefficace aussi pour ce qui est l'investissement et l'appareil productif. Par exemple, le crédit impôt recherche dont on parle beaucoup, ça ne profite pas aux entreprises qui font de la recherche. À peu près 1/3, c'est les banques. Mais c'est la même chose par rapport, surtout, et de plus en plus, à la question des dividendes que les entreprises versent aux actionnaires. Là, on n'aura pas le temps, peut-être éventuellement dans la discussion pour y revenir. Un problème qu'on a en France depuis plusieurs années, c'est que le montant des dividendes versés aux actionnaires est supérieur aux investissements réalisés dans les entreprises. Par exemple, l'année dernière, pour 100 €,
d'investissement, les entreprises ont versé 105, 110 euros de dividendes aux actionnaires, y compris dans la période de crise. Donc le système d'impôt que nous avons facilite ces choses pour les capitaux. Et donc c'est inefficace. C'est-à-dire qu'au lieu de promouvoir l'investissement, ça incite les entreprises à verser des dividendes aux actions. Voilà, donc nous avons un système d'impôt qui est injuste et inefficace. Maintenant, un deuxième point, très rapidement, c'est que dans ce système d'impôt, nous avons quand même les impôts locaux. Là, on le sait qu'il y a une partie des fonctions de l'État qui ont été transférées aux collectivités locales et aux collectivités territoriales, et donc, mais il n'y a pas, en contrepartie, les sommes que l'État ne prend pas en charge complètement donc, ces transferts de charges. Qui fait que, pour investir, parce que quand même l'investissement public se fait essentiellement par les collectivités territoriales, à peu près 2 tiers de l'État. Et donc, lorsque les collectivités n'ont pas suffisamment de ressources, elles vont augmenter les impôts locaux. Et les impôts locaux, c'est aussi des impôts qui, par définition, ne tiennent pas compte, mais pas suffisamment, en tout cas il y a quelques exceptions, de la capacité contributive donc, des individus concernés. Qui plus est, dans ces dernières années, le seul impôt qui établissait un lien entre l'entreprise et son lieu d'implantation, la taxe professionnelle, a été réformé au bénéfice des entreprises. Et donc, ça a entraîné justement une valeur des manques à gagner pour les collectivités territoriales. Donc, deuxième problème par rapport à notre système fiscal, c'est que la fiscalité locale pèse de plus en plus sur les individus. C'est la même logique. Sur les ménages à revenus modestes, et ça profite aux entreprises et aux détenteurs de capital. Maintenant, à partir de là, très rapidement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, je partage les grandes lignes de propositions que vous avez faites. Mais je pense que, sur le fond, le débat de la réforme de l'impôt du système fiscal, à mon avis, doit répondre à 2 objectifs, 2 enjeux fondamentaux. Il y a un enjeu fondamental, c'est la redistribution, l'amélioration de la justice sociale. Mais je crois que l'impôt, le système d'impôt a une deuxième grande mission qui est souvent oubliée. C'est la promotion de l'appareil productif. C'est pas donc seulement, il ne s'agit pas seulement de dire mieux distribuer les richesses. Il s'agit de dire comment le système fiscal va nous aider à produire de façon plus efficace. Par exemple, en réduisant les gâchis et les dégâts sur l'environnement, en respectant mieux les travailleurs. Vous voyez, donc en respectant l'homme et son environnement. Voilà. Donc le système d'impôt, fiscal doit répondre à ces 2 missions principales. Et donc c'est à l'un de ces 2 objectifs, à mon avis, qu'il faudrait envisager une réforme qui serait à la fois une amélioration, si vous voulez, de ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt sur le revenu. C'est aussi l'abaissement, si vous voulez, la réduction du poids de l'impôt indirect, des impôts indirects. Donc, pour ce qui est cet aspect de justice, c'est de mieux tenir compte des capacités contributives des contribuables. Mais, deuxième élément de promotion de l'appareil productif, c'est de rendre plus efficace le capital, en quelque sorte. Donc, inciter les entreprises à investir au sens large dans l'appareil productif, dans la recherche et développement, dans l'emploi, dans la formation, dans les conditions de travail, au lieu de verser des dividendes aux actions. Maintenant, pour vraiment finir, ce cadre de réforme ne peut pas se faire uniquement en France, parce qu'on est justement dans un cadre européen. Mais il ne faut pas penser que parce qu'il y a le niveau européen, on ne peut rien faire en France. Donc il ne faut pas mettre en opposition ces 2 niveaux-là. Autant il est indispensable qu'on évite la concurrence fiscale dans l'espace européen, autant il est indispensable d'envisager des harmonisations de coordination, autant on peut faire des choses en France sans attendre tel ou tel pays européen. Voilà, c'est grosso modo ce que je voulais voir.